Bonsoir à tous, jeudi 10 janvier, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, le tour de l'actualité locale en 26 minutes, les titres de cette édition. Trappes s'engage dans la promotion du circuit court. Un partenariat a été noué avec un éleveur de Houdan. Il approvisionnera la ville en viande bovine locale qui sera servie dans l'assiette d'une centaine d'écoliers. Reportage au sein de la cuisine centrale trappiste. Elle se revendique première commune des Yvelines sans perturbateurs endocriniens. Villepreux a concrétisé cette volonté hier avec la signature d'une charte. Une démarche qui porte notamment sur la restauration scolaire, l'entretien des espaces verts et agricoles et aussi vers des achats plus responsables. Enfin, ce livre vient d'être publié par deux Yvelinois aux éditions Larousse. Le guide de la santé globale vous donne les clés pour avoir la forme, une méthode qui prend en compte le bien-être physique et mental, mais aussi l'aspect émotionnel et social. Les deux auteurs sont nos invités. Tout de suite, un autre invité, pas sur ce plateau, mais en direct depuis Las Vegas. Bonjour Emmanuel Icard. Bonjour. Merci de nous répondre. Il est 9h en ce moment à Las Vegas, 18h en France. Vous êtes le CEO de Scale One Portal. Votre start-up participe pour la 4e fois au CES de Las Vegas. Et ça depuis mardi qu'il se déroule à Las Vegas. C'est un grand salon, bien sûr, dédié aux nouvelles technologies. Et vous y présentez une solution immersive qui s'apparente à un jeu vidéo. C'est une solution immersive dans le domaine de la santé, c'est ça ? Exactement. Nous, fort de notre expérience dans le secteur du divertissement immersif, on a pas mal décollé l'année dernière sur le secteur des États-Unis. On a utilisé ces technologies et construit une solution avec le pôle Vertige et Équilibre de Saint-Quentin-en-Yvelines pour proposer des jeux sérieux qui vont aider à la rééducation motrice et au traitement des troubles de l'équilibre. Alors c'est la première fois que c'est la 4e fois, que vous participez à ce CES à Las Vegas. Pourquoi c'est une date que vous notez chaque année dans votre agenda ? Pourquoi il faut y être à ce CES ? Alors concrètement, nous on y va surtout pour trouver des partenariats. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a réussi à nouer des contacts avec des prospects sur le salon et différentes sociétés ou entités, on a toujours réussi à arriver à aboutir à quelque chose qui était vraiment assez structurant. L'année dernière, notamment sur le divertissement, on a noué des contacts avec des personnes qui nous ont vraiment permis de décoller sur le secteur. Et cette année, ça tombait bien parce que la solution Mover du coup, a pu être mise en place, ça a pu être lancée et officialisée. Et donc on en profite aussi pour, certes, on continue toujours avec l'Europe, par contre sur ce secteur médical, on sonde un petit peu, on essaie de nouer des partenariats mondialement, parce que c'est l'intérêt de ce type de salon, c'est que nous, on a trouvé des contacts de Corée du Sud avec des hôpitaux qui sont plus qu'intéressés par le produit. Et voilà, on cherche vraiment ce type de synergie, de partenariat sur ce type d'événement. Vous avez d'ailleurs noué pour ce CES un partenariat, je crois, avec la société Creative Works, c'est ça ? Expliquez-nous en quoi consiste ce partenariat. Alors, Creative Works, c'est une grosse société américaine sur tout ce qui est parc d'attractions, qui est habituée à construire vous connaissez peut-être les jeux laser ou les salles de jeu ou les escape rooms. Et on a pu, en fait, grâce au CES, nouer des contacts avec eux et faire en sorte qu'eux distribuent notre produit, mais aussi le fabriquent aux États-Unis pour gérer toute la partie logistique, approvisionnement. Et ils en font le support et nous, derrière, effectivement, on apporte notre valeur ajoutée sur le produit. Donc, le produit est vraiment en train de décoller grâce à eux sur ce secteur. Dernière chose en 30 secondes, depuis mardi, à quoi ressemblent vos journées ? Qui vous avez pu rencontrer sur ce CES de Las Vegas ? Sur le CES de Las Vegas, on a rencontré vraiment de tout le monde. On a vu des personnes sur la santé, évidemment, intéressées, donc sur des personnes qui ont vraiment des troubles de l'équilibre elles-mêmes, des représentants d'hôpitaux aussi. On a rencontré des mentors. Alors typiquement, nous on utilise une technologie qui est la technologie du Cave, qui est une techno des années 90. On a rencontré la créatrice, l'inventrice du Cave, qui est venue nous voir et qui soutient notre démarche d'ailleurs. On a rencontré des gros acteurs, l'US Air Force typiquement, qui a des problèmes de maintenance, qui veut nous solliciter pour traiter des problèmes en réalité augmentée. Donc voilà, il y a vraiment de tout. C'est très très hétéroclite. Et voilà, c'est très intéressant de voir qu'on a une population mondiale, globalement, avec tous des besoins assez différents et qui s'intéressent à ce qu'on peut produire. Et vous y êtes présent jusqu'à demain, vendredi, sur ce CES. Merci Emmanuel Icard. Je rappelle que vous êtes le CEO de Scale One Portal, cette start-up saint-quentinoise qui est donc présente sur ce CES de Las Vegas.
En bref, des membres de la section de recherche de la gendarmerie de Villizy-Villacoublay dans le Jura. Ils font partie des 130 gendarmes engagés dans les recherches du Mirage 2000D. Cet avion militaire a disparu des écrans radars depuis mercredi matin. Quelques débris ont été retrouvés, mais aucune trace pour le moment des 2 membres d'équipage présents à bord. On revient dans les Yvelines, toujours plus de circuits courts rattrapent. En ce début d'année 2019, la commune a décidé de se fournir chez un producteur yvelinois, la ferme du Moulin à Houdan. L'exploitation produit de la viande limousine. Près de 2000 trappistes en tout vont pouvoir goûter cette viande bovine. Le sujet de Mélanie Poquet. Vendredi 11 janvier, dans les assiettes des écoliers trappistes, burritos d'émincés de bœuf aux oignons. La viande est yvelinoise. La ville travaille avec la ferme du Moulin située à Houdan. C'est la différence entre la production qu'on avait avant et celle-là. La production qu'on avait avant, on connaissait l'alimentation des animaux, mais on ne savait pas d'où venait l'animal. Il pouvait venir de l'autre bout de la France, ou même peut-être d'ailleurs, parce que ce n'était pas limité qu'à la France. Un seul intermédiaire dans ce circuit, l'abattoir. La viande limousine est conditionnée sous vide. Dans les prochaines semaines, 2 autres services sont prévus dans les écoles et un au self du personnel communal. En termes de poids, nous sommes sur 230 kg pour un sauté, 210 kg pour un émincé et 160 kg pour du rôti. Là-dessus s'ajoutent les 35 kg d'entrecôte que nous allons servir au restaurant du personnel communal, ce qui représente à peu près la totalité des 3 bêtes que nous avons achetées. L'éleveur m'a consulté au mois de juin en me disant qu'il avait des bêtes à vendre et qu'il aimerait bien en faire profiter les collectivités. Le projet était très intéressant. Près de 2000 personnes vont déguster cette viande au mois de janvier. Le produit représente une trentaine de centimes par assiette. La ville n'applique pas de changement de tarif. Lutter contre les perturbateurs endocriniens et leurs effets néfastes sur la santé, c'est l'objet d'une charte signée hier par Villepreux. Parmi les engagements, une restauration plus qualitative ou encore l'interdiction de produits phytosanitaires. Les précisions d'Aurélie Ronze, les images de Nicolas Dandry. Avec cette signature, Villepreux devient la première ville des Yvelines à s'engager officiellement contre les perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques qui, comme leur nom l'indique, perturbent notre système hormonal, sont partout. Alimentation, cosmétiques et produits du quotidien. À Villepreux, depuis le 1er janvier 2019, la restauration pour les enfants et les seniors est bio. En 2015, la commune avait également éliminé les produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts. On a une politique qui est extrêmement claire, c'est inclure et intégrer l'environnement, la démarche environnementale dans chacune de nos décisions. C'est ce que nous avions fait et la bonne surprise, c'est qu'aujourd'hui, on a pu signer cette charte. Ça montre vraiment l'engagement de Villepreux, des habitants et de l'équipe municipale pour l'environnement. Cette charte a été mise en place par l'association Réseau Environnement Santé. En France, près de 200 communes l'ont signée, y compris la région Île-de-France. Objectif, réduire l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens. Et l'enjeu des perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont des expositions de courte durée, pendant une période sensible, que la grossesse ou la petite enfance, qui va induire des impacts sanitaires chez l'enfant, mais chez le futur adulte et même chez les descendants. La charte comprend également un volet achat responsable. Les citoyens doivent aussi être informés tous les ans de l'avancement des engagements pris par la commune. On continue de parler santé avec mes 2 invités, Valérie et Olivier Brognier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes yvelinois, co-auteur de ce livre, Le Guide de la santé globale. C'est sorti hier aux éditions Larousse, 372 pages pour avoir une santé de fer. L'ouvrage donne des clés pour aller pas à pas vers un mieux-être durable. Déjà sur le titre, santé globale, cela veut dire que pour avoir la forme, c'est tout un tas de critères, de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. En fait, ce qui est important, c'est de se dire que la santé, on pense souvent à la santé physique, mais c'est bien plus large que ça. Et donc, il y a des interactions entre notre tête, notre corps, notre cœur. Et donc, la santé globale, c'est de travailler en fait sur ces différents registres pour un mieux-être. Et aussi, ce qui est important, c'est aussi tout ce qui est la relation avec son environnement, avec les autres personnes, mais aussi l'environnement au sens large. C'est-à-dire bien être dans sa peau, aussi bien socialement, avoir de bonnes relations sociales, ça joue aussi. Énormément, oui. Donc c'est un tout, et ce qui est important, c'est de prendre en compte toutes ces interactions et de faire en sorte que non seulement notre corps aille bien, mais tous les autres registres de la personne.
Et le fait que ce bien-être intérieur, justement, être bien mentalement, physiquement, socialement aussi, joue sur la santé, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Est-ce qu'il y a des études qui le montrent? Oui, dans le livre, en fait, pour chaque technique que l'on présente, il y a les études scientifiques qui vont avec et les gens peuvent aller les constater. Il y a le lien, en fait, pour les regarder. Et effectivement, de toute façon, dans ce livre, il n'y a que des techniques qui ont été prouvées scientifiquement sur l'apport de leur pratique, en fait. Et d'ailleurs, vous prenez une métaphore qui est assez amusante, mais qui est parlante, celle de la fuite d'eau. Quand on a une fuite d'eau chez soi, on ne va pas se contenter d'éponger l'eau qu'il y a par terre. Il faut rechercher d'où vient la fuite, les origines de la fuite. Finalement, c'est un peu pareil avec la santé. Quand on est malade, il ne faut pas se contenter juste de soigner cette maladie. Il faut comprendre pourquoi on est malade. Exactement, parce qu'il y a une origine au problème, à la maladie. Et c'est pour ça que c'est important de l'avoir dans sa globalité. Parce que si on va juste soigner l'organe, on ne va pas comprendre et on va le soigner momentanément, mais pas durablement. Et du coup, si on ne va pas chercher après la cause, on va aller chercher cette source qui est l'origine du problème tout en soignant l'organe, mais trouver aussi l'origine du problème. Et pourquoi proposer ce livre, du coup? C'est qu'on n'a pas encore forcément les bons réflexes. On va se contenter justement d'utiliser un médicament pour soigner cette maladie. On ne va pas aller plus loin. Oui, voire même, on a tendance à attendre d'être malade pour agir. Et donc la santé globale, c'est aussi une santé préventive et même prédictive, parce qu'on sait détecter, si on est à l'écoute de son corps, on sait détecter des signaux bien avant en fait, que des problèmes puissent se produire. Donc en fait, si régulièrement on prend soin les différents registres dont on a parlé, finalement la maladie a peu de chances de se produire, quoi. Et l'idée, c'est vraiment non seulement de vivre longtemps, mais de vivre le plus longtemps possible en pleine santé, en pleine forme, et comme vous le disiez, avec un vrai bien-être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le constat, c'est que les gens viennent nous voir quand ils sont malades. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre aussi, parce qu'en fait, on se dit c'est quand même dommage d'arriver malade. Et du coup, on a essayé dans ce livre de transmettre tous les gestes de santé que chacun peut entretenir, et ce qui est important aussi, c'est de chacun se responsabiliser face à sa santé. Et c'est pas pour autant tirer un trait sur les médecines conventionnelles, c'est dire que c'est en complémentarité finalement cet ouvrage. Exactement, parce que ça n'enlève à rien les traitements allopathiques de la médecine aujourd'hui qui ont énormément évolué, mais aussi c'est nous en complément aller travailler sur le volet émotionnel, sur le volet social, de manière à justement élargir la possibilité à la personne de guérir, parce que elle ressent des émotions à travers sa maladie, et si elle va pas aller les rencontrer, ça va être difficile pour elle si elle est toujours dans la vision négative de sa maladie. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Vous expliquez, j'imagine, la démarche. Il y a des clés aussi pour aller mieux. Tout à fait. Donc il y a dans un premier temps une compréhension de ce qu'est la santé globale et des ressources que notre corps a. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et après, on va vers des différentes techniques. Donc il y a des choses qui sont entre guillemets classiques, comme des choses liées à la nutrition, au sommeil, à l'exercice physique. Mais dans toute une partie, on va vers des techniques qui sont un peu plus innovantes, mais que la personne peut pratiquer de façon autonome. Et en bonus, il y a de la vidéo également, des pistes audio pour aller plus loin. Oui, encore. Il y a 10 vidéos qui accompagnent les personnes. Et puis ce qui est très important, c'est qu'en fait, dans ce livre, il y a un parcours de santé. Ça veut dire qu'en fait, chaque personne qui rencontre des difficultés, que ce soit physiques, émotionnelles, psychologiques, sociales, elle va pouvoir faire un état des lieux de sa santé. Et avec les résultats de cet état des lieux, elle va pouvoir suivre un parcours qui va l'accompagner pour améliorer sa santé, en fait. Et pour préparer ce livre, j'imagine que vous êtes appuyé sur votre expérience, vous en tant qu'art thérapeute et thérapeute, et vous en tant que coach en entreprise, vous avez pu vous appuyer sur cette expérience pour préparer ce livre? Alors moi j'ai été aussi 25 ans infirmière avant, donc j'ai travaillé beaucoup dans le milieu médical. Et je trouvais effectivement qu'il manquait ces accompagnements-là. Et c'est pour ça aussi que moi, je me suis tournée complètement aujourd'hui dans ces accompagnements-là. Et c'est vrai que c'est une complémentarité, parce que Olivier, en entreprise, il voit aussi la souffrance au travail. Et d'ailleurs, vous expérimentez des techniques novatrices sur la santé Tout à fait. Lors de vos coachings. On a introduit de la méditation, de la psychologie énergétique, de la cohérence cardiaque dans des accompagnements en entreprise. Et ce qui n'était pas possible il y a seulement 3 ans, maintenant, c'est tout à fait possible. Donc, je travaille avec des comités de direction
et on médite ensemble, où on se projette ensemble en visualisation sur un bien-être pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Donc moi je suis très optimiste parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui bougent et il y a une vraie accélération. Donc d'un côté on peut se dire voilà, dans le monde il y a beaucoup de choses qui se dégradent, mais en même temps il y a tous ces mouvements qui font espérer, enfin c'est même plus que de l'espoir, on voit concrètement des actions et des mouvements de gens qui s'engagent. En deux mots, on est déjà à la fin de cet entretien, vous serez en dédicace à la fin de la semaine sur le territoire? Samedi au Furet du Nord, à SkyWest. Dans le centre commercial voilà, SkyWest. Ouais. Merci à vous deux, Valérie et Olivier Brony, co-auteurs, je le rappelle, du guide de la santé globale. C'est disponible aux éditions Larousse au prix de 17,95 €. L'axe est emprunté chaque jour par quelques 100 000 automobilistes. L'engorgement de la nationale 118 est un sujet de préoccupation en Île-de-France. Depuis décembre, des travaux d'urgence ont été lancés au niveau de Sèvres, entraînant la neutralisation d'une voie de circulation. Pour limiter les effets du chantier, la présidente de la région, Valérie Pécresse, a annoncé une série de mesures. Les détails avec ce sujet de nos confrères de Via Grand Paris. C'est un axe stratégique pour les automobilistes. La N118 est désormais en travaux au niveau de Sèvres, direction Boulogne-Billancourt. 2 murs de soutènement doivent être renforcés. Principe de précaution, une voie de circulation a été fermée. Pour l'instant, les franciliens n'ont pas encore pris la mesure de l'impact de cette voie supprimée sur la 118 au pont de Sèvres. Et pour l'instant, nous n'avons pas de calendrier de réouverture. Donc je demande un calendrier de réouverture, un calendrier de travaux. Pour limiter les embouteillages, la région a décidé de prendre une série de mesures. 2 rames de réserve seront mobilisées sur le tramway T6 aux heures de pointe. Le bus sera aussi renforcé sur le réseau Phébus et RATP. Objectif, faciliter le rabattement vers les gares des RER B et C et sur les lignes N et U du Transilien. Autre mesure, la région finance le covoiturage pour les habitants et salariés des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de l'Essonne jusqu'à la fin des travaux. Enfin, Valérie Pécresse encourage les entreprises à réaménager les horaires de leurs salariés ou encore à mettre en place le télétravail. Tous les jours, plus de 100 000 automobilistes empruntent la nationale 118. Marilène Yapichino avec moi sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors vous êtes rendu hier, mercredi soir, aux vœux de la ville de plaisir. Il se déroulait hier. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de ces vœux ? Alors, Joséphine Coleman-Sperger, la maire de la ville, a donné rendez-vous au Plaisir-Roi au gymnase Nicolas Sler pour dresser un bilan de l'année écoulée et faire un point sur les projets 2019. À Plaisir, la ville est marquée bien sûr par la fin des travaux de la RD 30 inaugurée au mois d'avril, l'un des chantiers les plus importants des Yvelines qui a permis de désengorger le centre-ville. Les aménagements et l'urbanisme, c'est justement le grand projet de 2019, car la ville engage une révision de son plan local d'urbanisme. Qui a démarré avec Saint-Quentin en Yvelines et qui nous permet de concerter auprès de la population pour justement avoir tout ce respect du centre-bourg dont je vous parlais, qui est à la fois historique et en même temps de ces 20 hectares qui risquent de se libérer puisque l'hôpital Charcot fusionne avec l'hôpital gérontologique et on se retrouve avec une réflexion très importante au niveau du centre-bourg qui semble, je dirais, la volonté de la ville, bien sûr des élus, mais surtout des habitants. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux et comment on va construire avec eux. Je crois que quelque part c'est un mot qui fait peur, l'urbanisme. On a l'impression qu'on est dans un développement, je dirais, de construction, alors que je l'ai dit dans mon discours, on n'a pratiquement pas bougé du nombre d'habitants depuis 2006 parce qu'il y a beaucoup de décohabitation. Mais l'urbanisme, c'est aussi la protection de nos espaces verts, c'est la protection de notre territoire. Et puisque l'on parle travaux, est-ce que le chantier du futur centre commercial Open Sky avance ? Oui, et la maire annonce son inauguration d'ici la fin de l'année 2019. Autre point important de son discours, la mise en œuvre d'une réflexion sur les transports en commun avec le département, car les Plaisirois sont insatisfaits de l'offre actuelle, et un appel à trouver un médecin généraliste pour enfin monter ce projet de maison de santé, auquel il ne manque plus qu'un médecin référent que la ville peine à trouver. Enfin, elle n'a pas oublié le contexte actuel et s'est engagée à rentrer dans la démarche de concertation nationale voulue par le gouvernement. Des cahiers de propositions pour la France sont déjà installés sur la collectivité et la maire se dit prête à organiser des réunions si les Plaisirois en demandent. Merci Marilène pour ce point. À tout à l'heure pour le retour de votre émission le 7-8 Loisirs, c'est après ce journal. Pour la dernière fois cette semaine, nous faisons un bond en arrière, retour en 2018 pour connaître les faits marquants, cette fois-ci d'octobre à décembre dernier. Voyage dans le temps, signé Manon Varaldo.
Le mois d'octobre a débuté avec la disparition d'un grand chanteur. Charles Aznavour est décédé le 1er octobre. Inhumé au cimetière de Montfort-l'Amaury, l'artiste repose dans le caveau familial. Ils étaient nombreux à lui faire un dernier adieu. C'est toute ma jeunesse, hein. C'était un grand monsieur quand même. Il est de la génération de ma maman qui l'aimait beaucoup. Autre disparition d'une figure de la télé, Philippe Gildas est décédé le 28 octobre à l'âge de 82 ans. L'une de ses dernières apparitions était sur TV78. Elle a fêté, elle, cette année son quart de siècle, la fête des vendanges. Elle est organisée à la ferme Mousseau le premier dimanche d'octobre par les amis du Passé d'Elancourt depuis 25 ans. C'est une première dans l'histoire du club de baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux sont arrivés en finale nationale du championnat de France de Division 1. Rodolphe Lemeur, leur entraîneur, était en plateau. Ça fait 30 ans que le club existe. On fête en plus l'anniversaire cette année et ça tombe à point nommé d'atteindre ce niveau et d'être en finale de ce championnat de Division 1. Octobre 2018, Pierre Bédier s'en souviendra. Il a été élu président de la Fédération des Républicains des Yvelines avec près de 59% des suffrages face à Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région. Autre annonce en politique, Charline Avenel, 40 ans, a été nommée nouvelle rectrice de l'Académie de Versailles. Elle a d'ailleurs effectué son premier déplacement le 6 novembre au Collège Les Molières des Essarts-le-Roi. Ce mois de novembre a été impacté par une forte mobilisation qui ne vous a pas échappé, celle des Gilets jaunes. Les Français opposés à la hausse des taxes sur les carburants ont bloqué le pays, notamment le samedi 17 novembre. Depuis des années, les salaires ils sont bloqués, ils sont gelés et même ils diminuent. Alors aujourd'hui, on travaille toujours plus, mais c'est pour gagner moins. Alors là, du coup, il y en a ras-le-bol. Cette année marque également la fin du centenaire de la Première Guerre mondiale. Tout au long des commémorations, des Yvelinois ont participé à des opérations autour du souvenir de la Grande Guerre. Côté sport, déjà couronné de 4 titres de champion de France de tumbling, Axel Duriez a brillé au championnat du monde par groupe d'âge 2018 organisé en novembre à Saint-Pétersbourg. Ce jeune des Clés-sous-Bois est le premier Français à être titré champion du monde de la discipline dans la catégorie 13-14 ans. Ne rien laisser passer, fin novembre, un portail de signalement des violences sexuelles a été lancé au commissariat de Guyancourt. Des ministres et des secrétaires d'État étaient présents pour l'occasion. Quand vous êtes témoin d'un cambriolage, vous appelez la police ou la gendarmerie. Quand vous avez connaissance d'une violence sexiste et sexuelle, votre devoir de citoyen, c'est d'appeler la police ou la gendarmerie ou désormais de vous connecter à cette plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles. Didier Fischer a pris officiellement le dimanche 9 décembre ses nouvelles fonctions de maire de Coignières. Autre nomination, Jean-Noël Barrot nommé secrétaire général du MoDem le 13 décembre. La colère des lycéens s'est fait entendre en ce mois de décembre. Ils se sont mobilisés contre la réforme du baccalauréat et de Parcoursup. Certaines mobilisations ont dégénéré avec des heurts entre jeunes et forces de l'ordre qui ont procédé à 14 interpellations. Il faut bien faire la part des choses entre les lycéens qui ont certaines revendications et des individus qui viennent et qui profitent de ces rassemblements pour venir casser, brûler des véhicules et attaquer les forces de l'ordre. Dans le cadre de l'aménagement du futur quartier, la gare de la ligne 18 Saint-Quentin-Est, un dévoiement de la RD 91 est prévu, un projet qui inquiète un collectif d'habitants de Voisins-le-Bretonneux. L'année s'est achevée avec les festivités de Noël. C'était la première édition du comptoir de Noël au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Le fait main est loin d'être dépassé. Pour Noël, le do-it-yourself était à la mode. En cette fin d'année, partons direction la Chine. À la tombée de la nuit, des sculptures lumineuses géantes illuminent les jardins du Zoo de Thoiry, à découvrir jusqu'au 10 mars. Et puis la musique aussi fait partie de l'histoire. Le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye propose une visite spéciale au son du silex ou encore de la flûte. Un rendez-vous à découvrir chaque premier dimanche du mois. Mélanie Poquet a suivi l'un d'entre eux. Colline et Anne-Cécile sont des guides un peu particulières. Leur livre d'histoire est rempli de notes de musique. Elles emmènent le public dans une visite musicale du musée d'archéologie nationale. La musique étant l'un des universaux de notre humanité, redécouvrir les collections avec le prisme de la musique était plutôt intéressant, sachant qu'on a en plus quelques instruments au sein de notre musée. Et c'était du coup l'occasion de se rencontrer et d'échanger et de partager autour de deux thèmes communs qui sont la musique et aussi finalement nos origines.
Pour ce nouveau projet, le musée a fait appel à l'ensemble Calliope, un ensemble d'artistes accueillis en résidence. Cette visite musicale est spécialement conçue pour dialoguer avec les collections. L'idée, c'est de reprendre ce fil conducteur, de respecter l'histoire que propose et que raconte le musée, mais de prendre la thématique du monde sonore. Depuis les pierres, les silex, depuis les flûtes d'historix qui sont ici, c'est un miracle qu'elles soient là, et de se l'approprier pour se dire « mais ça, ce sont mes origines ». Chanteuses et musiciennes font découvrir des morceaux oubliés, mais gardent en tête les grands noms comme Mozart ou Debussy. J'ai trouvé ça très intéressant, très agréable à la fois de pouvoir voir des vrais instruments dans les vitrines et puis d'écouter de la musique et d'être guidé comme ça par les flûtes. J'ai vraiment bien aimé, c'est extraordinaire. On a vraiment rêvé dans différentes époques, c'était vraiment magnifique pour moi. Une visite originale qui s'inscrit dans le programme C'est mon patrimoine, à découvrir qu'on soit mélomane ou curieux chaque premier dimanche du mois. Et notez que ces visites sont suivies d'un atelier sonore avec une chanteuse et pédagogue de la voix. C'est la fin de ce journal. Belle soirée à tous avec TV78.